Le cours que je vais vous présenter maintenant fait partie du chapitre 3 qui est la planification du projet. Parmi les outils que l'on va voir dans ce chapitre, nous avons les agendas partagés, nous utiliserons le logiciel Gantt Project pour planifier le projet, nous pouvons également utiliser Excel pour présenter les plannings. Un autre outil s'appelle le GraphPert, c'est l'objet de ce cours. Alors, le GraphPert est un outil qui a été créé par la marine américaine en 1958, alors qu'ils avaient pour projet de rattraper leur retard en matière de missiles nucléaires par rapport à l'URSS. Le projet, au départ, était évalué à 7 ans et devait faire appel à 9000 sous-traitants et à 250 fournisseurs. En utilisant le GraphPert, en le créant et en l'utilisant, ils ont ramené la durée du projet à 4 ans. Alors, vous avez dans l'introduction la signification en anglais de perte, mais il faut savoir aussi que l'adjectif perte en anglais signifie malicieux, ce qui veut dire que en fait, c'est un outil malin pour planifier un projet. Alors, le PERT est un outil d'ordonnancement. Ce terme est noté dans l'introduction. Nous allons d'abord définir ce que veut dire ordonnancer. Donc, ordonnancer, c'est planifier des actions dans le temps de façon à respecter les délais. Donc, planifier des actions dans le temps de manière à respecter ou de façon à respecter les délais. Donc effectivement, quand on fait un projet, on planifie ces différentes tâches et on les ordonnance, c'est-à-dire qu'on les met dans un certain ordre, et le but étant de respecter les délais qu'on s'est fixés. Alors, ce GraphPert prévoit et visualise l'enchaînement des tâches en tenant compte des contraintes d'antériorité. Qu'est-ce que c'est que l'antériorité ? Un synonyme d'antérieur, c'est précédent. L'antériorité, c'est la priorité d'une tâche par rapport à une autre. Donc, quand j'ai 2 tâches à effectuer, il se peut qu'une tâche doit nécessairement être faite avant une autre. On dit qu'elle est antérieure ou précédente. Elle est donc prioritaire. Alors, pour vous expliquer comment on présente un GraphPert, j'ai pris un exemple simple de projet de construction d'une maison en bois. À chaque fois que vous aurez un GraphPert à effectuer, vous aurez un tableau dans lequel il y aura une énumération des tâches qui permettent la réalisation du projet du début à la fin. Comme c'est un graphe, on va codifier les tâches pour les repérer par une lettre pour que le graphique soit moins encombré. On va indiquer également les durées des tâches. Alors, l'unité doit toujours être la même, ça peut être des semaines, des jours ou des mois, c'est précisé en en-tête de colonne. Et donc, élément important, on va préciser quelles sont les tâches précédentes ou immédiatement antérieures à la tâche considérée. Alors, ce qu'on va repérer tout de suite dans le tableau, c'est la première tâche. Et comment on la visualise ? Par le fait qu'elle n'a pas de précédent. Si elle n'a pas de tâche avant elle, antérieure, c'est donc que c'est la première. Alors, pour pouvoir construire correctement le graphe, on va présenter ce qu'on appelle les niveaux. Alors, les niveaux, je vous les ai mis juste en dessous, ici. Voilà, vous avez le niveau 1, le 2, le 3. Ici, on aura 4 niveaux. Alors, ça va montrer les tâches dans l'ordre où elles vont apparaître, quelle tâche est après l'autre. Par des pointillés, vous verrez, on montrera aussi, ou des traits,
où elles se rejoignent, ces tâches. Alors, la tâche de niveau 1, c'est bien évidemment, je vais vous mettre une couleur, c'est bien évidemment la tâche qui n'a pas de précédent. Donc, on la trouve en niveau 1. Ensuite, pour trouver les tâches de niveau 2, on va aller repérer les tâches qui ont A comme précédent. Les tâches qui ont A comme précédent sont des tâches qui viennent juste après A. Donc ici, on voit que B a comme précédent A et C a comme précédent A. Du coup, on va les indiquer en tâches de niveau 2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que pour pouvoir démarrer B et C, il faut que la tâche A soit terminée. On continue de la même façon avec les tâches de niveau 3. Donc les tâches de niveau 3 sont celles qui vont avoir B et C comme précédent, éventuellement A. Je regarde dans mon tableau et je trouve B et C au niveau de la tâche D. Je vais donc indiquer la tâche D en niveau 3, qui vient donc juste après les tâches B et C. Et enfin, je vais trouver les tâches de niveau 4, donc je repère les tâches qui ont D comme précédent. Il y a E, et donc j'indique la tâche E en 4e niveau. Alors mon schéma va s'articuler à peu près comme ça. Voilà. Si vous faites les niveaux, vous avez le squelette à peu près de votre graphe perte. Alors, pour éviter de se tromper, on va faire un travail où on va revenir en arrière. En fait, je vais démarrer de mes niveaux à la fin et je vais aller refaire une lecture dans mon tableau pour vérifier que je ne me suis pas trompée. Donc, je prends la tâche E, je me dirige dans mon tableau, tâche E, et je vais regarder quelle est la tâche précédente, la tâche antérieure. Et je vois que c'est D. Je vais vérifier que j'ai bien mis D avant E. Là, c'est bon. Ensuite, je vais voir la tâche D. Je vois qu'elle a B et C comme précédent. Je vais aller vérifier que j'ai bien mis B et C dans le niveau juste avant D. C'est bon, je continue. Je considère la tâche C. Je vois qu'elle a comme précédent A. Je vois bien que A est en précédent de C. Pour la tâche B, je regarde B. Il a comme précédent A. Je vois que c'est bon. Et A n'a pas de tâche antérieure. Elle est bien au niveau 1. Donc, j'ai vérifié que je ne m'étais pas trompée. Alors, pour construire le graphe, on va utiliser des symboles, ce sont des normes, des conventions. Alors, vous avez les cercles ici qui vont représenter les étapes. Donc ici, par exemple, c'est le symbole d'une étape et ici de l'étape 2. Alors, je vais donc numéroter mes étapes. Évidemment, quand je démarre, par convention, on va démarrer l'étape 0. J'explique pourquoi. La flèche représente une tâche, en fait. La durée d'une tâche avec son nom. On indique son nom et sa durée. Alors ici, on ne voit pas la durée, on va la rajouter à 1. Voilà. Donc si je mets ma première tâche de niveau 1, qui n'a pas de précédent, donc c'est la première A1, voilà, j'ai symbolisé la tâche. Ici, à l'étape 0, on est au début de la tâche, donc rien n'a commencé, c'est normal d'être à 0. Et la tâche se termine ici, à l'étape 1. Donc ici, je suis à la fin de la tâche, là, je suis au début de la tâche. Je continue, je vais avoir l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, l'étape numéro 4 et 5. C'est juste pour avoir des repères dans le schéma. Ensuite, je vais indiquer donc toutes mes tâches. Donc après A, on est d'accord qu'on a B et C qui sont des tâches qui démarrent en même temps. Alors ces tâches qui démarrent en même temps, vous voyez, on les a ici, B3, C4, donc je vais les mettre ici. J'ai la tâche B, j'ai la tâche C. Ce sont des tâches qu'on appelle simultanées. Elles peuvent être faites en même temps. Pourquoi? Parce que pour fabriquer une maison, j'ai besoin d'avoir un terrain et de creuser des fondations, mais dans le même temps, je peux tout à fait, en usine, préparer la maison, c'est-à-dire les fenêtres, les portes, les éléments qui vont
me permettre de construire ma maison, les morceaux de bois pour la charpente, etc. Donc c'est 2 tâches qui peuvent se faire en parallèle, hein, séparément, démarrer en même temps. Alors évidemment, elles n'ont pas la même durée, donc la question qu'on va se poser, quelle est celle qu'on va mettre plutôt sur le chemin principal de manière rectiligne, ou celle qu'on va faire s'écarter du chemin principal. En général, on va mettre la tâche la plus courte vers le haut. Et donc ici, en fait, c'est durant 4 semaines. On ne pourra commencer la tâche D qui dure 1 semaine que quand C sera terminé. Donc B va durer 3 semaines et B attendra 1 semaine. Voilà, il y aura 1 semaine d'attente que C soit terminé pour pouvoir commencer la tâche D. Je fais figurer également la tâche E avec l'indication du petit 1. Donc vous voyez, le schéma reprend le squelette que j'ai fait figurer un peu dans les niveaux. Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est cette flèche en pointillé, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les pointillés dans les niveaux. C'est ce qu'on appelle une tâche fictive. Alors pourquoi fictive? Parce qu'en réalité, elle n'existe pas, que sa durée va donc être de 0. On va l'indiquer de manière suivante, on va l'appeler B', puisque c'est la suite de la tâche B, et 0 pour indiquer qu'elle n'a pas de durée. Alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire apparaître une tâche fictive? Parce que B doit rejoindre C avant de démarrer D, et pour que B puisse rejoindre le chemin principal dont il s'est écarté, on n'a pas d'autre solution que de le ramener par une flèche, mais cette flèche ne représente pas de tâche à part entière ayant une durée. Voilà, c'est ce qu'on appelle un chemin fictif ou une tâche fictive. Donc voilà comment on construit le graphe, en numérotant des étapes, en indiquant les tâches et leur durée, dont la durée est symbolisée par la flèche. Donc j'ai le début de la tâche et la fin de la tâche, donc l'étape de début, l'étape de fin. Si j'ai des tâches qui se font simultanément et qui s'écartent l'une de l'autre, elles vont se rejoindre à un moment donné. Donc on va utiliser des tâches fictives pour rejoindre le chemin principal. Et le but étant de ce graphique de calculer la durée totale du projet.